J'interromps cette émission pour te parler de Elite Media. C'est quoi Elite Media? C'est une agence marketing numérique qui peut révolutionner ta présence en ligne. Tu veux booster ta présence en ligne, mais tu ne sais pas à qui t'adresser. Tu ne sais pas quelle agence qui est bonne, quelle qui n'est pas bonne. Laisse faire, je l'ai faite. Ça fait 10 ans que je suis en business. J'ai testé à peu près tout ce qui bouge et qui respire. Puis eux autres, ils ne m'ont jamais lâché. Donc, si tu veux booster ta présence en ligne, tu veux te faire accompagner, puis tu veux que quand tu brainstormes avec eux autres, bien, qu'ils en sachent plus que toi, pas comme certaines autres agences, bien, contacte elite-media.agency. C'est là que ça se passe. Salut. La présentation de ce podcast est rendue possible grâce à la collaboration de L-Code Séduction dans les studios de Black Box à Montréal. Bienvenue au Delicious Show. Comme à l'habitude, on reçoit un invité. C'est une boîte à surprise à chaque semaine. C'est sûr qu'en général, on parle de croissance personnelle et psychologie, mais notre force, c'est qu'on analyse la personnalité de nos invités à la fin. Oui, selon 7 éléments. Présence, écoute, prise de conscience, curiosité, émerveillement, charisme, engagé et sagesse. Seras-tu une personnalité ninja? On va le savoir parce qu'on a François Letourneau avec nous! Merci David de me recevoir à ton podcast. Bien, ça fait plaisir. Alors, comme à l'habitude, on vous réserve 2-3 thèmes. Premier thème qu'on va parler, qu'est-ce que François va nous amener aujourd'hui qui est intéressant? On va parler des forces canadiennes. Ça va être intéressant, ça. On va parler aussi d'entraînement, trail, entraînement, et aussi bien sûr, de développement personnel. Il y a l'air d'avoir beaucoup de choses à dire sur le développement personnel. Alors, François. Ah oui, j'ai oublié de dire, c'était intéressant comment on s'est connus parce que François m'a contacté puis il était comme intéressé à travailler avec nous chez L-Code Séduction. Donc, je pense que les relations et le développement personnel, ça te passionne? Oui, là, depuis plusieurs années, là, je m'intéresse à ça. Puis côté relationnel, là, je t'avais contacté justement à savoir si tu avais des besoins là, dans ton équipe de coaching. Mm-hmm. Côté relation, j'ai eu beaucoup d'expérience. S'il y a une situation relationnelle là, qui existe, probablement que je l'ai vécue. Je me suis intéressé à ça beaucoup. J'ai fait beaucoup de lectures. J'ai suivi du coaching par rapport à ça. Mm-hmm. Puis je t'avais approché par rapport au fait là, si tu avais des besoins dans tes équipes. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Puis c'est comme ça que tu m'as offert de participer à ton podcast. Hein? La vie est-tu pas bien faite? Puis, OK. Puis, on avait, vu qu'on est dans ce sujet-là, là, on avait une petite conversation hors caméra. Je trouvais ça intéressant, ton analyse. Tu disais que depuis la COVID, tu as remarqué les relations, c'était devenu plus compliqué. Toi, tu as remarqué peut-être un avant et un après COVID au niveau des relations hommes-femmes, disons ça comme ça? Oui, ça a évolué extrêmement vite là, depuis la COVID avec peut-être le manque de contact, là, puis l'évolution exponentielle des applications de rencontres. Ça a évolué à vitesse grand V. Il y a moins de contacts. Les gens sont plus pressés. Les relations ont évolué extrêmement rapidement. Les comportements également. C'est plus difficile d'établir, un bon fit avec une personne. Il y a beaucoup de rapidité. Les gens passent d'une personne à une autre. Aussi, dépendamment de l'âge où les gens sont rendus dans la vie, je pense que tout le monde, avec l'épisode COVID aussi, il y a un phénomène de l'urgence de vivre. Et les gens veulent profiter, veulent moins là, s'installer dans des relations, plus conventionnelles. Ils veulent explorer puis profiter de la vie. Je dirais ça comme ça. C'est intéressant ton lien de l'urgence de vivre. Ouais. Puis, c'est quoi ton opinion sur l'intelligence artificielle? Est-ce que tu vois un lien ou une menace d'intelligence artificielle par rapport aux relations? Je me suis jamais penché là-dessus, l'intelligence artificielle, mais c'est intéressant parce qu'aujourd'hui,
Tout est observé. Je veux dire, les écrits sont enregistrés. Puis après ça, on te propose là, de la vente ou des produits selon tes intérêts à toi. Fait que ça t'amène un peu dans un tourbillon de si tu t'intéresses à quelque chose, on va te le vendre. Puis à contrario, ben, par rapport à tes recherches ou ce que tu aimais sur Internet, ben, tu vas avoir en conséquence des choses qui vont être proposées. Donc, c'est un peu ça que je trouve un peu dangereux dans l'intelligence artificielle. Puis je pense que, ben, si on parle de développement personnel, ben, tu sais, lâche un peu Internet, il faut que ça vienne de toi, développe-toi, fais tes projets, fais tes choses. Et l'intelligence artificielle, dans ce temps-là, est un peu mise de côté. Là. Va monter une montagne, puis dépasse-toi. C'est un bon moyen, justement, de pas avoir de crainte par rapport à ça. Là. Ben, ouais, je te suis, mais je vais te dire où je m'en vais avec ça, parce que c'est quand même une petite préoccupation que j'ai. Moi, je le vis en tant qu'entrepreneur, mais on a parlé de ce sujet-là cette semaine, justement, quand j'étais en séance de coaching. Puis, il y a un gars qui me disait, il dit là, tu sais, la fille va peut-être penser que je n'existe pas pour de vrai. Tu sais, moi, je l'entends, ça. Hein? Écoute, moi, t'en compter une, là, tu vas voir. On va en jaser un peu de ça. Il y a un gars, OK, qui me dit, ça fait longtemps que je te suis sur TikTok. J'ai vu plein de tes vidéos, nanana. Puis là, quand il me dit ça, j'étais en direct avec lui sur Zoom. Pas juste lui, mais on était un groupe. Je dis, OK. Il dit, je suis content, David, de te parler en temps réel. Ça me prouve que t'es vrai. J'ai attends une minute, là. Tu es en train de me dire... Parce que lui, c'est pas comme quelqu'un qui avait rien regardé, tu sais. Il avait vraiment pris le temps de regarder beaucoup de vidéos. Fait que si tu as vu beaucoup de vidéos, que tu me vois parler, qu'est-ce qui serait pas vrai? Ben, je sais pas. Il était pas capable de répondre à ça, mais, ben, je sais pas, mais là, je sais que t'es vrai parce que je te parle en temps réel. On est là. C'est fascinant. Probablement que la personne en parle par expérience ou elle s'est fait avoir, là, parce qu'il y a des gens qui ont des choses à vendre sur Internet. Puis dans les applications de rencontres aussi, il y a des faux profils. Il y a des gens qui ont des choses à vendre ou les gens essaient de t'attirer avec un produit, avec une belle photo. Puis finalement, ben c'est parce qu'ils veulent vendre l'abonnement OnlyFans, là, mettons. Donc, puis... Moi, je suis plus un fan des rencontres en personne, justement, de rencontrer la personne rapidement, de ne pas entretenir des conversations. Et des photos, c'est correct, mais tu sais, la relation puis le fit, tu le vois quand tu rencontres la personne puis quand tu jases avec. Là. C'est des relations interpersonnelles, puis je trouve ça presque malheureux, là, son expérience puis son questionnement par rapport au fait qu'une personne est réelle ou non. Là. Surtout c'était des vidéos où est-ce qu'il me voyait parler. J'ai même déjà eu quelqu'un qui m'a dit « Je te crois pas que ton passage à Salut Bonjour, c'était vrai, c'était tout monté de toutes pièces. » Ça, c'était avant que l'intelligence artificielle soit aussi avancée que maintenant. Fait que où est-ce que je m'en vais avec ça? Je pense qu'on va peut-être frapper à un moment donné parce qu'il y a déjà des comptes, il y a même des comptes TikTok qui roulent 100%. On dirait que c'est un humain, mais c'est pas un humain qui parle, c'est de l'intelligence artificielle. Fait que ça va amener plus de méfiance. Tu sais, ça se peut que la fille en ligne dise « Là, le gars, est-tu vrai? Le gars, la fille, est-tu vrai? » T'sais, moi, parce que je veux faire un lien avec ce qu'on parlait tantôt, depuis la COVID, je vais te le donner, il y a plus de méfiance. Le mot méfiance, mais pas juste dans les relations hommes-femmes, puis séduction et amour, mais en général, je pense qu'il y a une méfiance qui est plus grande. Oui, la méfiance, puis moins de confiance. Puis les gens, je pense qu'ils sont moins aussi... sécure? Ben oui, sécure, mais dans les faits, c'est comme les relations sont plus éphémères aujourd'hui, on va se le dire. Là. La perspective d'être en relation avec quelqu'un pendant des années ou toute sa vie, on dirait qu'elle est moins présente. Il y a plusieurs modèles justement relationnels aujourd'hui, polyamour, couple ouvert, etc. Il y en a qui veulent de l'exclusivité, il y en a qui veulent avoir une relation monogame. Ça tire un peu partout. Fait que le modèle de relation... classique. Genre comme dans les contes de fées ou à la fin des livres, existe moins. Les gens, je pense qu'ils vont profiter du moment présent davantage. Puis quand la relation est finie, c'est fini. Puis dans le fond, la personne était là sur ta route pour quelque chose, puis finalement, tu continues ton chemin. Ça peut créer de la méfiance, ça peut créer moins de confiance dans la relation, dans la personne. Est-ce que cette personne-là est authentique avec moi ou il y a une game qui se joue? Fait que je pense que c'est des questions normales aujourd'hui
avec justement tout le dating par les applications. Les gens font les relations avec Internet, font moins les relations en personne. Moi, ce que j'aime, c'est faire les relations dans le réel. Puis dans mes activités, dans mes projets, ben, je rencontre les gens dans le réel. Puis ça, c'est incomparable. Là. Je veux dire, du temps, moi, sur le téléphone, sur l'application de rencontre, j'en passe pas. Si je propose rapidement de rencontrer une personne pour faire une activité, fait que ce genre de comportement-là ou de méfiance, de non-confiance, je ne l'ai pas. Puis j'ai une certaine résilience aussi avec l'expérience. Si la personne n'a pas d'intérêt, ben je vais poursuivre mon chemin puis je vais accorder mon temps aux personnes qui ont de l'intérêt pour moi. OK. Puis, bon, on va parler un peu de ton histoire d'entraînement. Tu as fait de la trail, tu as fait de la course. C'est quoi qui s'est passé? J'ai commencé à m'intéresser à l'activité physique il y a quand même plusieurs années. Puis moi, je suis quelqu'un qui aime beaucoup dépasser mes limites, repousser mes limites. J'étais pas quelqu'un qui... Premièrement, j'aime même pas ça, la course. OK. Donc, j'aimais pas ça à la base de la course. Moi, ce que j'aime, c'est le dépassement. J'aimais faire de la randonnée, j'aimais monter des montagnes. Puis là, j'ai connu quelqu'un qui m'a initié à ce sport-là, un de mes amis. Donc, qui combinait la randonnée, qui combinait la course, qui combinait, monter des montagnes. Pour moi, c'était parfait. C'était dans le plein air. Puis je me suis lancé là-dedans, comme je le fais quand quelque chose m'intéresse. Je suis quelqu'un de passionné. Je me suis lancé là-dedans quand même, tête baissée. J'ai fait mes entraînements. Puis j'ai fini par faire quand même des longues courses en trail. Puis j'ai trouvé ça super intéressant. C'est carrément, tu repousses tes limites. Tu penses que tu ne seras pas capable d'atteindre tes objectifs. Tu ne seras pas capable de faire certaines distances, de monter telle montagne. Puis finalement, il y a des... Quand tu te compares, là, il y a des gens que tu penses qui sont surhumains, là, tellement que ce qu'ils accomplissent, c'est gros. Chacun ses objectifs, chacun sa montagne. Mais moi, j'ai voulu me pousser là-dedans. C'est vraiment quelque chose qui m'a intéressé. Puis j'ai fini par faire des courses de 65 km là, à Charlevoix, en trail. Puis je pensais jamais être capable de faire ça. Aujourd'hui, tu te demandes, le ferais-tu? Là? No way. Là. Je penserais pas. Là. Mais peut-être qu'un jour, ça va me réintéresser. Mais à ce moment-là... Mais ton but, tu dis que c'était quoi? Tu voulais comme trouver ça parce que tu voulais te dépasser tout simplement? Ben oui, c'est un peu... je voulais me prouver à moi-même que j'étais capable. Pourquoi? Je suis quelqu'un qui aime le sport. On va gratter. Pourquoi? Pourquoi ce besoin-là? C'est le besoin d'accomplissement, je pense. Okay. C'est justement de me prouver à moi-même que je suis capable d'accomplir certaines choses. Puis en même temps, c'est un peu méditatif, là. Quand tu es en train de monter une montagne, tu es rendu à, je sais pas, à ton 32e kilomètre, tu es dans le bois tout seul, ben, tu sais, tu as juste ça à faire réfléchir, là. À un moment donné, tu as des copains de course, mais tu te retrouves toujours tout seul en trail à un certain moment, puis ben, tu réfléchis à ta vie, tes objectifs. Moulinette, elle tourne, là. Oui, exactement. Puis moi, c'est comme je te dis, c'est un peu méditatif. Je ne suis pas quelqu'un qui faisait beaucoup de méditation avant. Là, je suis un peu plus spirituel, mais moi, c'est là que je trouvais ma paix. Dans le bois, seul, en train de réfléchir. Est-ce que je m'enligne bien? C'est quoi mes projets? C'est quoi je vais accomplir? Est-ce que je suis heureux présentement? Je dois-tu me réaligner? Bon, je pensais à tout ça pendant mes trails. Puis en même temps, ben, tu penses à tout le monde qui t'a encouragé. C'est carrément un accomplissement pour soi que tu fais, puis pourquoi pas le faire? Tu as juste une vie. Moi, je voulais me rendre à ce que j'étais capable de faire, puis je suis extrêmement fier de ça. Là. OK. Ben, c'est bien correct. Ben, je veux dire, c'est bien correct dans le sens qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens qui font comme toi. Je dois être une bébête bizarre parce que moi, je marche pas de même. Je suis une bébête bizarre. Ce que je veux dire par là, c'est que j'ai pas de... Mais il y en a qui le font parce que sont en santé et sont capables de le faire. Il y en a qui le font parce qu'ils ont des gens autour de soi, autour d'eux qui sont plus malades. Il y en a qui le font pour des causes. Il y en a qui le font pour se remettre en forme. Pourquoi les gens font des défis? Pourquoi les gens montent l'Everest?
Chacun a sa raison. Oui. Il n'y a pas de jugement là-dedans. Là, peu importe là, les objectifs que tu as, ben, chacun a son why. Puis moi, ben, c'est peut-être que le mien est plus flou, là, mais j'ai pas d'autres raisons à donner. Non, c'est ça. Non, mais je le vois qu'il y a des gens qui, je sais pas, moi, ils font, comme tu dis, ils montent des montagnes, ils font des affaires de même. Moi, je sais pas. Moi qui est une bébête, ça m'a jamais appelé. Ben, je me dis, j'ai déjà mes propres rêves, mes objectifs, puis je le fais, puis je me dis... comment je peux dire ça? Je pense pas comme ça. Je me dis pas, je vais faire ça pour me dépasser. On dirait que je veux juste atteindre ce que je veux atteindre, puis je suis prête à abattre les tâches qu'il y a. Moi qui est une bébête bizarre. Mais en même temps, je trouve ça cool. Je sais que c'est sain de faire, d'une certaine façon, de faire des choses comme ça, de sortir du cadre, de faire des projets comme ça, de vie personnelle, puis de dire, je peux-tu me rendre là? Oui, puis c'est intéressant aussi, la machine, le corps humain, là, je pense que c'est aussi d'aller valider toute sa capacité d'adaptation, parce que quand tu cours des longues runs en trail, ton corps, c'est une machine, il faut que tu l'alimentes, il y a de l'hydratation, il faut que tu regardes les petits bobos. Après 32 km, là, si finalement tu as une entorse, ben, tu ne pourras pas terminer. Fait qu'il faut que tu gères. Ta course. Puis je pense que ce côté-là aussi, gestion de son corps, gestion de la machine, ça m'intéressait. C'est quelque chose que tu ne retrouves pas dans certains sports. Je sais pas, moi, tu joues une game de baseball, ben, tu n'as pas à penser, il faut que je garde mon énergie pour la 9e manche. Là. Mais en trail, ben, tu sais que si tu donnes tout aux 10 derniers kilomètres, il ne te restera plus rien là, rendu à la fin. Là. Faut vraiment que puis ce côté-là, gestion de son corps, de se connaître davantage, de connaître ses propres limites. Puis ça m'est arrivé, là, à côté de la trail, de vomir à côté de la trail puis d'être plus capable de pogner un coup de chaleur. Là. J'ai tout vécu ça aussi. Là. Fait que c'est aussi de vivre l'échec. C'est de se relever de ça puis d'apprendre. Fait que, je fais des parallèles aussi avec la vie normale, je veux dire. Ouais, je pense que c'est une façon que les gens ont de mieux se connaître eux-mêmes. Ça, je m'en vais avec ça. Ouais, je voudrais rebondir. Le whisky, il rentre bien, hein? Je voudrais rebondir sur... Il m'en reste, moi. Ouais, c'est... Je vais me garder ma dernière gorgée. Il m'en reste quasiment plus, mais il rentre bien. Il vient de me cogner, là. Ouais, je voudrais rebondir sur... tu viens d'avoir 40 ans. Aujourd'hui, d'ailleurs, j'ai dit c'est spécial. Il me dit ça tantôt. J'ai 40 ans aujourd'hui. Hey, ben, Colin, je trouve ça important, 40 ans. Moi, je l'ai eu cet été. J'ai fait un gros party pour mon 40e puis tout. Puis, faudrait qu'on parle de ça. C'est quoi avoir 40 ans? Ben, comme je te disais là, tantôt quand on a discuté avant le podcast, pour moi, genre 40 ans, je trouve que je vieillis bien. Ouais. Je prends soin de moi, je mange relativement bien, je fais beaucoup de sport. J'ai des amis que j'aime, j'ai des projets, donc ma vie est bien remplie, je m'occupe bien de moi. Fait que moi, ça a été c'est bien, je veux dire, la quarantaine, c'est bien. Je trouve que je vieillis bien. Là où, urgence de vie, comme on disait, c'est plus dans le fait là, que le temps avance. Tu as senti le tic-tac, toi aussi? Tu l'as entendu, le ouais, là, je suis pas éternel. Là. Ouais, mais c'est pour ça que je m'intéresse. Tu l'as senti, ça aussi? Ben oui, c'est certain. Puis l'urgence de vivre, pour moi, oui, elle frappe. Parce que dans le fond, le temps passe excessivement vite. Les projets que tu remets toujours à plus tard, ben si tu remets à plus tard, tu les feras peut-être pas. Puis si tu travailles pas dessus, tu les feras pas. Donc, pour moi, c'est important de mettre en action ce que tu veux accomplir. Puis c'est pour ça que je m'intéresse à plein de choses, que j'essaye plein de nouvelles choses. Des fois, ça marche, des fois, ça ne fonctionne pas. Oui, tu as même fait des savons. Oui. Intéressant, ça. Oui, ben l'année dernière, j'ai un de mes amis qui m'a initié à la confection de savon. Puis je me suis dit, ben that's it. Moi, j'aime bien les produits naturels. En même temps, j'ai un petit côté autosuffisant, là, je pourrais dire ça comme ça. Là. Chez moi, j'ai des poules aussi. Donc, j'aime bien là, me débrouiller un peu tout seul, sans être autosuffisant, là. Avoir mon petit côté hippie, je vais dire ça comme ça. Donc, pour les savons, j'ai commencé la confection de savon l'été dernier. J'ai décidé d'aller all-in.
parce que je suis quelqu'un de passionné, comme je te disais. J'ai créé un site Internet là, pour justement les promouvoir avec plusieurs variétés. J'ai fait des paquets cadeaux pour les amis, la famille à Noël. Ça a été super apprécié. Il y a des femmes qui doivent être en train de fondre à la maison à t'écouter. « Ah, il est tellement beau, puis il me fait des savons! » Ben oui, c'est sûr que... Parce qu'on a beaucoup de femmes qui écoutent le... C'est 75% de femmes là, qui écoutent le show. Ça fait un beau petit cadeau de bienvenue là, tu sais, pour une première rencontre. Ou, regarde, c'est moi qui l'ai fait. Ouais. Donc, oui, c'est sûr. la personne, après ça, prend sa douche, puis elle pense à toi. Elle se lave avec ton savon. T'es wise, toi. Fait que, bref, je continue de faire ça. Je continue de faire ça pour moi et mes amis. Finalement, c'est quelque chose que, au niveau de la rentabilité, c'était moins là. Même si j'étais très fier de ce que je faisais, des produits, c'était 100% naturel, pas parfumé, juste à l'huile essentielle. Bon, tu sais, bon pour la peau. Fait que je suis très fier de ce que je faisais. Mais côté, le temps que ça prend, le commercialiser, mettre en marché, le coût des matières, après ça, la livraison et tout. Donc, quand tu fais ça un peu quasiment bénévolement au pro bono, je vais garder ça pour moi, finalement, ma famille, mes amis. Puis j'ai décidé de fermer boutique après un an, là, je vais dire, d'apprentissage, d'opération. Oui. Mais comme je te dis, je m'intéresse à beaucoup de choses. Moi, c'est l'étape après les savons, c'était faire des chandelles de soya. Puis c'est d'aller dans des petits projets que j'aime. Puis de regarder, d'explorer ça. Est-ce que je vais en faire une business? Peut-être que oui, peut-être que non, mais je vais au moins l'explorer puis je vais l'essayer. Comme on disait tantôt, quand quelque chose t'intéresse, je pense que moi, je suis plus de ce type-là, j'aime mieux l'essayer. Puis peut-être que ça ne fonctionnera pas, mais au moins, je vais avoir mis des efforts pour que ça marche. Et au final, le résultat, ça va-tu fonctionner? Il y a des affaires que oui, il y a des affaires que non. Mais j'ai jamais regretté d'avoir exploré quelque chose. Ça paraît niaiseux, là, mais ta petite dernière phrase que tu viens de dire, qui est bien simple, est puissante. Ça fait tourner le moineau, là. Jamais regretter d'avoir exploré quelque chose. C'est vrai, ça. Quand on y pense, c'est beaucoup plus profond que ça en a de l'air, la phrase que tu viens de dire. Ça a un lien avec l'urgence de vivre qu'on disait tantôt. C'est parce que je suis quelqu'un d'action. Moi, je trouve que où je me développe davantage, là, c'est quand je suis dans le mouvement. Je suis quelqu'un qui regarde pas tant la télévision, qui regarde pas tant les téléséries. En même temps, le divertissement, c'est super bien. Mais j'essaie toujours de voir qu'est-ce que je pourrais faire aussi qui pourrait m'aider à avancer tel projet ou j'ai une idée en tête. C'est la première fois que je me faisais c'est la première fois que je me faisais cette année un vision board qu'on dit. Oui. Avec des intentions puis des réalisations. Puis les réalisations, tu les inscris comme s'ils étaient déjà réalisés. Fait que comme je te dis, le côté spirituel est un peu plus présent. Le côté intention positive est là. Justement, d'être moins dans l'inquiétude puis la peur, là, c'est quelque chose à laquelle je fais attention là, maintenant. Là. Tu as compris, là, Nathan? Je fais un petit clin d'œil à un de nos invités qui disait « Il n'y a pas personne qui me parle de Vision Board. » Hein, il vient d'en parler, lui. Mais moi aussi, je pensais que c'était plus féminin. Là. Je vais dire ça comme ça, mais... Moi aussi, j'ai mon Vision Board. Mais toi, ton Vision Board, as-tu comme juste mis des photos ou tu mets du texte aussi? C'est ça que tu dis? Moi, c'est juste du texte. Il n'y a pas de photos. Il c'est juste pas du beau. Texte? Mon Vision Board, c'est des intentions puis des réalisations. C'est du texte? Oui. Tu t'es fait un panneau, genre? Tu l'as collé sur un mur, quoi? Il est dans mon salon. Je le vois tous les jours. Sur un mur? Ah, je ne l'ai pas posé au mur. OK. Tu l'as mis sur un comptoir, genre? Oh, il est dans mon salon à côté de la télé, là, puis je l'ai d'en face tous les jours pour... en texte? Oui. Ah, tu vois, moi, je l'ai mis en photo. J'aurais pu mettre des photos, mais... il n'y a pas de bonne réponse. Hein? Pour moi, genre, ça me parlait plus de moi le rédiger. Oui, je te suis. C'est intéressant, en texte. OK. Puis, ouais. Est-ce que ça a de bon, le Vision Board? C'est comme tu dis, si à un moment donné, tu as un défi ou tu as de quoi ou tu as une moins bonne journée, tu regardes le Vision Board, là, tu sais pourquoi tu te remontes les manches. Ça donne du gaz.
Ben, c'est facile je veux dire, de tourbillonner dans les intentions, dans les émotions négatives. Le négatif est puissant. Ouais. Donc, tu sais, le rappel de justement... Qu'est-ce que tu veux dire? Le discours intérieur négatif? Oui. Ouais. Effectivement. As-tu des exemples pour nous? As-tu une phrase? As-tu un exemple? Non, pas tellement, mais tu sais, quand tu as une expérience négative, c'est facile d'avoir des pensées qui reviennent, puis justement, tourbillonner là-dedans, ça peut te gâcher une journée assez facilement. Puis justement, d'avoir ces intentions proches, tu sais, des revoirs, de te souvenir pourquoi tu les as rédigés, ben ça te ramène dans le présent. Tu sais. Ouais. Ça, c'est souvent là, de se ramener dans le présent. Tu sais, je te disais que j'étais un peu plus spirituel, mais c'est quelque chose qui est important pour moi parce que des fois, quand tu es déçu de quelque chose, ben, tu aimerais que la réalité soit autrement que ce qu'elle est réellement. Tu aimerais qu'elle soit différente, mais la réalité est comme ça. Fait que ta réaction, ça t'appartient. Oui, effectivement. Puis là, tu es tellement explorateur que tu as même été dans l'armée. Ah oui, j'ai... Tu as trempé tes pieds dans la piscine, comme on dit. Ben oui, c'est quelque... Moi, comme je disais, je m'intéresse à beaucoup de choses. Les forces canadiennes, j'ai toujours été curieux. Quand j'étais jeune, je te raconte une anecdote justement qui m'a amené à ça, mais quand je trouvais quelque chose difficile, mon père me disait « Ça paraît que tu n'as pas fait la milice ». La milice, c'était l'ancien nom de la réserve là, dans l'armée. Puis, tu sais, je me souvenais de ça. Puis, j'avais des amis qui étaient dans les forces. Puis, je me suis dit, ben, moi aussi, je suis capable. Fait que j'avais un métier qui m'intéressait dans la réserve, dans l'unité de réserve. Puis, je suis allé faire mon cours de recrue à Valcartier. Dans le fond, pour être officier dans la réserve là, des forces canadiennes. Ça a été une expérience que j'oublierai jamais. Dans le fond, au niveau de l'expérience, de la difficulté, de se mettre vraiment dans un contexte, tu te mets dans la misère. Là. Moi, j'avais 34 ans, j'avais un emploi professionnel, j'avais pas besoin de faire ça. J'ai pris mes... Raconte-nous ça. C'est-tu comme dans les films? C'est-tu fait 30 push-ups, puis 100 push-ups, puis comment ça marche? Ben, je dirais oui. Ça ressemble à ça un peu. OK. Mais oui, il y a des... C'est une épreuve, dans le fond. On veut du détail. C'est une épreuve, c'est un show. C'est très exigeant là, physiquement. Oui, quand tu arrives là, les gens ne se connaissent pas. On est placé en différentes sections. Là, tu t'en vas dormir dans une tente. Tu es 14 dans une tente. Il faut que tu identifies ton stock. Le matin, tu te lèves à 5 heures pour nettoyer ton fusil. Il faut que tu ailles faire un training le matin. Tu es en retard dans le training, dans la cédule, tu as 10 minutes pour manger. Après ça, ben c'est une alternance d'épreuves physiques puis une alternance d'apprentissage au niveau académique. Dans le fond, pour apprendre l'histoire, pour apprendre carte et boussole. Donc, toutes les notions académiques sont apprises dans ce cours-là. Puis en même temps, ben, tu es dehors, il fait chaud, il y a les moustiques. Tu fais, oui, les push-ups, puis c'est l'esprit de corps. Et s'il y en a un qui chie la patente, là, je vais dire ça comme ça, ben c'est tout le monde qui paye. C'est toute l'unité qui va payer. Donc, ça développe aussi l'entraide. C'est des valeurs, dans le fond, qu'au début, tu comprends pas trop, c'est difficile, tu te fais crier dessus. Mais moi, je le prenais vraiment, tu sais, j'arrive là, j'ai 34 ans, je suis un plus vieux. Ouais, c'est ça, là. Il y a des jeunes en forme qui sont là. Oh oui, il y en a qui partent à pleurer, mais ouais. Moi, je le vois vraiment comme une pièce de théâtre. OK. Mais je me suis souvent dit, tu sais, les marches militaires, les parades, tout ce qu'on appelle la drill, les saluts, les présenter armes. Moi, je me disais, qu'est-ce que je crisse ça? Mais dans le fond, il fallait que je me rappelle, hey, tu le fais parce que tu voulais voir c'était quoi, tu étais curieux de c'était quoi, puis tu voulais te prouver que tu étais capable. Ça t'intéressait, c'est des choses que tu n'as jamais faites, que tu ne feras jamais dans ta vie. Fait que let's go, là, vas-y. C'est la première fois, moi, que je tirais du fusil. C'est la première fois que je tenais une arme dans mes mains, que je démontais une arme, que je remplissais un mag avec des cartouches. Puis aller à la cible avec ça, là, moi, j'ai trippé, là. C'est super intéressant, mais tu sais, démonter un fusil aujourd'hui, tu me demandes, je ne saurais pas comment le faire. Mais, tu sais, oui, Mais ils vous apprennent quoi d'un cours théorique? Ça parle de quoi?
Ils vous enseignent quoi? La Première Guerre mondiale, Deuxième Guerre mondiale, comment se retrouver? Le nord, le sud, l'est, ouest, c'est quoi? C'est où? Le soleil, c'est quoi? Ils parlent de quoi? Ben écoute, peut-être, ça fait 6 ans. Ça fait longtemps, il y en a que je me rappelle plus, mais Ouais. il y avait carte et boussole, comment se diriger vraiment avec une boussole, une carte. Ouais. Ça, c'est super pratique dans la vie de tous les jours. Là. Je pense que je pourrais retrouver ces réflexes-là étant perdu en montagne encore aujourd'hui. Ouais. Tous les reliefs, les communications, c'est les codes de communication, l'alphabet militaire. Ensuite de tout ça, l'alphabet militaire. Ouais. OK. Dans le fond, alpha, je le connais pas, je le connais plus. Okay. Ouais. Ça fait trop longtemps. Ouais, je comprends. Mais tu sais, c'était de la matière théorique, puis c'est super exigeant parce que dans les fêtes, tu t'es couché à 11h30 le soir, tu as dormi peut-être 5-6 heures dans la soirée. T'es brûlé, ouais. Là, ils t'ont réveillé avec un exercice de feu dans la nuit, avec une drill qui va avec ça pour que tout le monde soit place, tout le monde soit prêt. Fait que c'est comme une épreuve un peu mentale, psychologique aussi, parce que tu manques de sommeil, puis là, les cours sont difficiles, les gens s'endorment pendant les cours. Puis c'est ça, Valcartier était dans le bois, il y a du moustique, tous les exercices, je peux te raconter une anecdote. Ce que j'ai trouvé super intéressant, les gaz lacrymogènes aussi. Tu t'en vas... Moi, je sais c'est quoi l'effet du gaz lacrymogène, dans le fond, puis tout... Fait que c'est quoi l'effet? Ben, ça brûle. Ça va te chercher dans les yeux, ça va te faire pleurer, puis tu vas plier. Là. Quand tu en respires vraiment, là, j'ai jamais été en émeute pour en respirer là, moi-même dans un regroupement, là, mais c'est un exercice justement qu'ils font faire dans les forces canadiennes parce que dans le fond, tu en mets un masque. Un masque, justement, s'il y avait, pour les exercices, s'il y avait une attaque chimique, par exemple. Ouais. Fait que leur but, c'est quoi? C'est que tu sois capable de résister à respirer ça puis de rester debout? C'est quoi? Je comprends pas. Ben, le but, c'est que dans le fond, tu sois en mesure d'identifier c'est quoi, puis malgré que tu aies pris un respire, par exemple, tu sois capable de mettre ton gear, ton équipement pour justement te protéger de ça ou le mettre justement dans un temps adéquat s'il y a quelque chose. Un temps respectable pour te protéger toi puis protéger tes coéquipiers. Je pourrais dire tes frères d'armes là, ou ton crew. Là. OK. Tu as été là combien de temps? C'était 6 semaines. C'était court pour la réserve, là, mais c'était un 6 semaines à temps complet. Toi, ton but, c'était quoi? C'était je fais le 6 semaines pour l'expérience puis je chaque mon camp de là? Est-ce que c'était ça au départ, le but? Ben, au départ, moi, j'avais vu une opportunité de me développer autrement. Tu sais, moi, je faisais un travail de bureau. OK. Tantôt, on en parlait, l'urgence de vivre, puis je vais essayer des choses. Ouais. Je me suis dit, pourquoi je ne pourrais pas faire un travail de bureau professionnel? Puis en même temps, tu sais, avoir un emploi à temps partiel où je vais sauter d'un hélicoptère. Tu sais, je trouvais ça intéressant comme perspective. Oui, le clash bureau-hélicoptère. Oui, ou une fin de semaine, je vais aller faire du champ de tir ou je vais aller faire de la tranchée. Je vais vraiment sortir de ma zone. Oui. Parce qu'un travail de bureau, c'est un travail de bureau, puis... Ça stimule pas les mêmes choses. Ben c'est ça. Moi, j'avais besoin de davantage de stimulation, puis maintenant, je la trouve dans différents projets, là. À ce moment-là, je voulais l'essayer. Puis ça a été une belle expérience. Moi, j'ai fait ça pendant 1 an après. Puis finalement, le métier que je faisais d'officier, j'aurais dû prendre un métier de plus de terrain. Tu sais, de l'infanterie, par exemple. Là, je n'aurais creusé de la tranchée. Là, j'aurais sauté dans l'hélicoptère. Mais moi, mon métier d'officier, je faisais encore du travail de bureau. Fait que finalement, j'aurais dû être plus dans les rangs. Tu sais, comme soldat, tout simplement. Ils ont eu comme réflexe de dire, lui, il est bon dans le bureau, on le remet dans le bureau. Ben, j'avais des études universitaires, donc déjà là. Puis le métier m'intéressait. C'était officier de sélection du personnel. Okay. Mais dans les faits, je n'étais pas stimulé par la tâche, la fonction. Puis c'était encore du travail de bureau. Puis il y avait Attends une minute. Quand tu es dans les faits, tu veux dire au moment que tu t'es rendu là sur place, tu t'es rendu compte de ce que c'était. Oui, c'est ça. Parce qu'à un moment donné, quand tu intègres ton métier, là, tu le fais pour vrai. Parce que l'entraînement, c'est l'entraînement de base pour tout le monde. Après ça, tu sais, tu travailles dans ton métier. Mais moi, il y avait un clash, là. Je veux dire... Tu t'es dit, ouais. Là, je faisais du travail de bureau la semaine, puis finalement, dans mon travail aux Forces canadiennes, je faisais encore du travail de bureau qui était encore, pour moi, moins stimulant. C'était encore pire que le travail de la semaine. Oui. Tu dis, je voulais faire un changement, mais je n'ai pas amélioré mon affaire. Fait que finalement, moi, j'ai trouvé comme mon expérience
positif qui me reste vraiment dans le cours avec les amis que je me suis fait, l'expérience. Tu sais, c'est beaucoup de résilience. Tu sais, je devrais dire j'en ai plus. Des fois, ça paraît pas là, dans les événements qui m'arrivent dans la vie, mais tu sais, le côté résilience de dire, regarde, il arrive ça, je peux rien faire d'autre, je l'accepte, puis je regarde par en avant, puis je vais. C'est un beau sujet, ça, la résilience. Qu'est-ce que tu as à nous dire là-dessus? Ben. Tu l'as pas vu venir, celle-là? Hein? Non. Mais moi, je trouve que la résilience, ça en prend tout le temps. Tu sais, peu importe ce que tu fais, tu sais, quand il arrive quelque chose là, qui est, comme je disais tantôt, la réalité, bon, tu aimerais qu'elle soit autrement qu'est-ce qu'elle est réellement. Fait que ça peut te créer une émotion mais négative. Ben, tu sais, tu peux être résilient là-dedans. Puis, tu sais, c'est l'acceptance aussi. C'est d'accepter il y a des choses que tu contrôles, il y a des choses que tu ne contrôles pas. Ça, c'est de l'accepter. Ça vient aussi avec le lâcher-prise. Je pense que c'est... Puis moi, j'en parle, puis je trouve ça drôle parce que c'est un des côtés, lâcher-prise, moi, avec lequel j'ai plus de difficultés. Fait que j'essaie de travailler là-dessus. Puis la résilience, ben, j'associe ça un peu à... Tu dégages pas ça pourtant? Ben, peut-être. Peut-être si, mais là, pour moi, genre, aujourd'hui, c'est ma première expérience de podcast. Puis pour moi, ça... Justement, je sors de ma zone de confort, puis je rentre ça dans toutes mes expériences, puis l'apprentissage. Oui, mais ce que je veux dire, c'est même avant qu'on commence à filmer, tu dégages pas un gars. Tu sais, là, c'est parce que tu viens de nous le dire que tu as. Comment je faisais ça? Que tu travailles sur ton lâcher-prise, mais je me serais pas douté de ça. Ben, ça dépend dans quelle sphère de ma vie aussi. Là. Moi, j'ai des justement, côté relationnel, des fois, je vis des choses, j'ai de la misère à lâcher prise, mais rentre-moi sur le côté professionnel, là, j'ai des côtés où je suis plus expert aussi, où je me connais plus. Quand ça vient toucher mes valeurs, ma vie personnelle, des fois, c'est plus difficile. Tu sais, dans mes projets, c'est moi qui gère mes projets, puis ça, je vais avoir plus de facilité à dire, bon, ben on tourne à gauche, telle chose, mais quand ça vient de toucher moi personnellement, là, c'est là que c'est plus difficile pour moi d'être résilient à lâcher prise. Ouais. Fait que dépendamment, c'est quoi, bon. C'est ton côté sensible, ça. Ben oui, tu sais, genre, j'ai pas de misère à te dire. Moi, je suis une personne émotive, là. T'es-tu un cancer, toi, en astrologie? Non, je suis, ma fête, c'est là. Ah non, je suis bélier. T'as raison, je dormi au gaz, la fête aujourd'hui. Bélier, oui. Pas de ma faute, c'est le whisky. Mais c'est ça vient avec le côté passionné, ça, je pense, puis... Bélier, je connais moins ces signes-là. Je connais moins ce signe-là en astrologie. Je ne suis pas un expert en astrologie. Non, malgré le fait plus, que j'ai des amis qui s'y intéressent. Puis dernièrement, il y avait une nouvelle lune en bélier. Ouais. Puis là, justement, j'ai réécrit mes intentions. Là, profiter de la nouvelle lune, réécrire mes intentions positives. Fait que, ouais, c'est ça. On dirait que je rencontre ces temps-ci des personnes qui sont davantage spirituelles. Je sais pas, j'ai commencé, comme je te disais tantôt, j'ai débuté des cours de danse. Je ne sais pas si c'est ce milieu-là. Les gens que je rencontre plein de personnes intéressantes puis qui m'amènent d'autres choses. Ouais. Fait que moi, c'est plus un secteur où le côté artistique, là, c'était moins moi. Là. Puis là, j'explore ça un peu, puis je trouve ça drôle, puis j'aime ça continuer d'explorer ça. Oui, bien, la danse, ça fait explorer toutes sortes d'émotions intérieures. Ouais. Moi, j'ai pas exploré pas la même danse que Monsieur, Madame, tout le monde, là, mais parce que Monsieur, Madame, tout le monde sont beaucoup dans la salsa, des cours de soir de même. Moi, je suis vraiment allé au cégep en danse. J'ai vraiment fait 2 ans en danse, puis après ça, j'ai fait des shows de Michael Jackson. Je suis un peu allé dans un autre trail, là, mais c'était encore de la danse. Là. Ouais, moi, c'est nouveau pour moi. Je veux dire, j'avais fait un cours à l'automne de bachata et c'est tout. Là. Puis sinon, j'ai commencé un autre style de danse qui s'appelle le zouk brésilien. Puis c'est encore nouveau pour moi. C'est extrêmement difficile à apprendre pour moi. Ouais. Encore là, parce que j'ai pas d'expérience, mais je m'amuse là-dedans. Puis plus j'apprends, puis plus je m'amuse. Puis plus je m'amuse, puis plus j'ai le goût d'apprendre, justement, puis d'en faire, puis d'aller à des soirées, puis passer du temps avec des gens qui aiment ça. Mais tu as une belle ouverture d'esprit. T'es confortable d'être inconfortable. Oui. Oui, puis tantôt, on s'en parlait. Moi, j'aime bien, si j'ai quelque chose qui m'intéresse, j'aime ça, aller l'explorer. Quitte à, des fois, je vais me péter à la gueule, puis je vais me dire, OK, c'est pas pour moi. Et des fois, je suis comme, OK, c'est une belle surprise. Puis ça en est une belle surprise.
Puis je continue là-dedans, même que... Que finalement, tu as dit, finalement, j'aime ça. Ça, tu veux dire? Oui, effectivement. Ouais. Finalement, j'aime ça, puis j'ai le goût de continuer là-dedans, puis je suis quelqu'un de passionné, comme je le disais tantôt. Fait que, je veux dire, les courses en trail, au début, je faisais pas 65 km. Là. Ça a commencé, il y a de l'entraînement, il y a du temps qui est mis là-dedans. Ouais. Là, j'ai du fun à apprendre d'autres choses, j'ai plus de temps libre, puis j'ai le goût de mettre du temps là-dedans aussi. Pas pire, ça. Pas pire pantoute, pas pire pantoute. Puis là, tu as un pied à terre au Mexique. Qu'est-ce qui se passe au Mexique? Il fait chaud. il fait soleil la plupart du temps, mais moi, j'avais c'est un projet que j'avais. L'année dernière, en plein... on était encore en COVID, je pense. L'année dernière, en mars, février. Bref, côté urgence de vivre aussi, j'avais un besoin d'avoir une certaine liberté, d'avoir un pied à terre en quelque part hors Québec. Puis je me suis tourné vers le Mexique parce que c'est un endroit que j'aimais visiter, moi, en vacances. Je connaissais bien là, comme la côte est, là, côté Cancun, Tulum, Isla Mujeres, le whisky, moi aussi. Ouais, hein, on en perd des bouts. Puis, à Playa del Carmen, je trouvais que c'était central. C'est un projet pour moi safe pour la location. Puis en même temps, je me suis dit, c'est quelque part que je vais pouvoir aller, moi, quand il est disponible. Puis la vibe là-bas est super belle. Justement, je pars là, samedi. Je pars samedi pour une semaine. Je vais aller me promener, je vais aller voir le projet. Il n'est pas encore prêt, il n'est pas encore livré. Il va être livré dans un mois environ. Fait qu'il est principalement fini. Puis c'est ça. J'ai le goût d'en profiter. J'ai le goût d'y aller là. Pas nécessairement d'aller tout le temps, mais d'avoir au moins une porte de sortie. Là, je dis porte de sortie, mais je veux dire d'avoir une deuxième option. Pour moi, c'est la liberté. Puis j'allais dire, c'est pas que j'aime pas la neige, mais j'aime pas la neige. Pas tant que ça. Puis maintenant, vu que je fais plus de course en trail, mais je me vois bien, tu sais, aller passer quelques semaines là-bas par année. C'est bon, ça. Et là, on est au milieu du show, alors je vais en profiter pour remercier les commanditaires principaux. Merci beaucoup, Big Phil Steakhouse, qui est notre partenaire principal du show. Et bien sûr, El Code Séduction, qui est le plus grand centre de formation au Québec, qui enseigne les codes de la séduction et de l'amour. Parce qu'oubliez pas que tout couple qui se forme au Québec a passé par un processus de séduction, puis il faut continuer d'entretenir la flamme après. Donc, ceci étant dit, là, j'ai plus de sujet sur ma feuille. Fait qu'il va falloir qu'on y aille freestyle. Allons-y, freestyle. C'est là qu'on rentre freestyle. Fait qu'on jase de quoi? C'est ça la question. Moi, je dirais, on dirait que j'ai envie de te poser des questions, moi. Vas-y. Vas-y. Qu'est-ce qui t'intéresse présentement? Ça, c'est intéressant parce que tu sais que des fois, je demande aux gens, t'aimes-tu mieux te faire interviewer ou interviewer? Moi, j'aime mieux me faire interviewer. Fait que c'est ça. Fait que vas-y. D'habitude, c'est moi qui pose les questions. C'est ça qui parfait. arrive. Bon, on va switcher de rôle. Vas-y, pose-moi des questions. Comme quand tu es sur une date, là, d'habitude, c'est le gars qui pose les questions. Hein? Ouais. C'est la fille qui parle, le gars pose les questions puis il écoute. Parfait, on va switcher Ou, de rôle. dans mon travail professionnel aussi, c'est souvent moi qui parle. Mais moi, j'ai envie de te demander, tu sais, tantôt on parlait d'urgence de vivre, par exemple, tu sais, avec la quarantaine. Tu m'as dit toi aussi, tu as eu 40 ans. Là, ça a été quoi tes déclics ou qu'est-ce qui t'a intéressé ou à quoi tu as réfléchi là, justement par rapport à ça? Là? J'ai eu une petite crise de la quarantaine professionnelle parce que ma crise personnelle, je l'ai faite à 37. de 3-4 ans. Je l'ai faite à l'avance, ma crise personnelle de la quarantaine. Là, j'ai fait la petite crise professionnelle. Puis ce qui est arrivé, c'est que... Quand tu dis, excuse-moi, crise personnelle, là, à quoi tu fais référence? Crise personnelle, c'est bon. Je veux-tu des enfants? Je veux-tu pas des enfants? Je m'en vais avec mon bicycle au niveau vie personnelle. T'sais, c'est des questions, justement. Je m'en vais avec mon bicycle. Là, ça, c'était les mêmes questions qui sont arrivées. Mais pour la vie professionnelle, je dis, bon, là, ça fait 10 ans que j'ai mon centre de formation. Oui, j'aime ça, mais là, la scène me manque parce que avant ça, j'ai fait des shows sur scène. J'étais personnificateur de Michael Jackson. Puis même avant ça, je faisais des shows d'humour, d'un party. Fait que le côté, je suis un gars de spectacle, moi. Oui,
oui, j'enseigne, oui, je suis un coach aussi, mais c'est comme... ça fait drôle de dire ça, mais les gens me payent pour mon côté coaching, enseignement. Puis oui, je suis très bon là-dedans aussi, mais c'est comme écrire la main gauche. Je suis rendu bon pour écrire la main gauche, mais moi, je suis un droitier. Mais le droitier, je suis un entertainer à la base. Donc, le côté entertainer me manque, puis je fais constamment ça. Quand j'enseigne, j'entertain. Quand j'enseigne, je fais rire. Avec les amis, ils m'attendent tout le temps. Puis, c'est quoi tes histoires croustillantes? Je suis tout le temps en show. Là, je me suis dit, là, ça va faire. Là. Tu sais, je te disais le 40 ans. Le 40 ans, ça a été, là, ça va faire. Je veux retourner à la maison. Et où ma scène? C'est comme, dans le fond, tu as le goût de reconnecter avec vraiment ce qui t'intéresse puis tes passions. Là, ouais. Mais c'est parce que j'y ai goûté. Tu sais, j'y ai goûté à ça. Cette espèce de... Cette hype-là. Tu sais, moi, d'avoir 2000 personnes là, qui crient « Michael! Michael! » Tu sais, j'ai connu ça. Là. Tu sais, que je signe des autographes. Tu sais, elle fait un show. J'ai tout goûté à ça. Puis là, je trouve ça cave que... Tu sais, des fois, comme tu dis, j'ai un ami qui vient chez nous, je fais un esti de show, il est crampé raide, puis il me dit « Ah, tu sais, mec, t'aurais dû être humoriste! » Mais ça fait 25 ans que je l'entends. Fait que là, je suis comme en mode « OK, là, ça va faire. » Tu sais, je la veux, ma scène. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour être sur une crise de scène? Mais ça m'a pris du temps de le comprendre parce que je suis allé sur la scène, mais comme je t'ai dit, de différentes façons. Fait que là, je suis un peu là. Pour finir ta question, c'est comment je fais pour retourner sur une crise de scène? Ça a été ça, le déclic du 40 ans. Puis au début, c'était comme, bon, je vais revenir en tant que Michael Jackson. Là, j'ai fait des recherches, j'ai fait des appels. J'ai commencé à faire une étude de marché. Je pourrais-tu revenir comme imitateur? Pour me rendre compte que finalement, je voulais pas ça tant que ça. Puis tu sais quoi qui m'a fait faire le déclic? C'est super, vas-y. C'est super niaiseux. Super niaiseux. Je me dis, OK, mettons là, que je l'ai. Là, parce que là, j'avais trouvé un investisseur qui était prêt à investir. J'avais le diffuseur. Bref, j'avais tout. Mais je me suis dit, OK, mettons qu'on le part, le projet. Là. Puis mettons que ça marche. Le show est là, le public est là, tout le monde est content. Mais moi, je suis prisonnier parce que le public, ce qu'il va me dire, c'est, ben là, on veut que tu fasses trailer. C'est Michael. Ouais, mais mettons qu'un soir, moi, ça me tente pas de faire trailer. T'as pas le choix, là. Faut que tu le fasses, la crise de trailer. Fait que là, t'es menotté. Faut que tu fasses certaines choses. Tandis que, tu sais, j'ai décliqué que... Comme si tu voulais pas être pogné dans le personnage, là. Tu veux pas être pris dans le personnage. Puis dans. Je veux être libre. Je veux la même affaire que toi, moi, je veux être libre. Tandis qu'en humour, oui, si tu montes un show de 90 minutes, oui, t'es menotté pendant 1 an, 1 an et demi parce que, tu sais, mettons, tu fais ta tournée. Mais après ça, il change le show. Je peux le changer. Je peux dire, finalement, ça, je fais plus ça, ce numéro-là. Mais trailer, t'es cuit, là. Faut que tu le fasses à vie tout le temps. Les gens, mais là, on veut notre Billie Jean. On veut notre trailer. Ton nasty de trailer, c'est pas ça que ça me tente de faire. C'est con, mais c'est ça. Oui, puis tu sais, la liberté, je pense que ça l'intéresse tout le monde. Là. Je veux dire, c'est un beau sujet aussi, la liberté. Tu sais, il y en a qui l'ont professionnellement, il y en a qui l'ont en dehors de leur profession. Moi, ça a été justement, tu sais, on parlait du Mexique tantôt. Ouais. Moi, c'est, tu sais, je vais pour des vacances, mais tu sais, je vais pas là, tu sais, je vais là comme chiller, là. Ouais. Je veux dire, c'est une place que je me sens bien, j'aimerais ça y aller souvent. Pour moi, quand je vais là, je suis hors de la routine ici de salarié. Ouais. Ça, c'est quelque chose aussi que à la quarantaine, tu sais, mettons, on peut parler de ça. Vas-y, t'as de l'air bien parti, là. Ben, tu sais, moi, genre, le modèle, puis tu sais, tu sauras me le dire, mais tu sais, le modèle de personne salariée, là, de faire son horaire lundi au vendredi, 8 à 4. Bon. Ouais. Ben, moi, c'est comme. Ça me tente pas tout le temps là, de faire ça. Ou, tu sais, je remets ça en doute. C'est pour ça que j'ai des projets moi, sur le site, là, de professionnellement, d'offrir mes services, par exemple, tu sais, j'ai une expertise en négociation, j'ai une expertise en coaching professionnel, en médiation. Ben, c'est toujours sur le. Tu sais, quand je dis que j'ai plusieurs projets. Bon, ben j'ai toujours ça en tête, moi, de développer ce côté-là. Mais en même temps, ben, tu sais, je suis encarcané dans une espèce
d'horaire de travail de 8 à 4 de salariés. Ouais. Fait que tous mes projets, mes passions, moi, j'ai fait en dehors de mon travail. Puis j'ai du temps. Puis ça, je me trouve chanceux quand même d'avoir du temps. Ouais. Mais en même temps, tu sais, je travaille pas pour moi. Ouais. Fait que ça c'est quelque chose, moi, j'ai quand même une admiration pour quelqu'un qui a parti sa business, tu sais, from scratch. Ouais. Fait que ça, moi, genre, c'est quelque chose que je questionne beaucoup. Fait que je me dis, table, tu sais, c'est dans mon vision board. on parlait du vision board tantôt, c'est dans mon vision board de justement tabler sur l'offre de service professionnel. Oui. Mais, ouais, je comprends ton point, mais tu sais qu'il y a une espèce de proverbe qu'on se dit, nous, en blague entre entrepreneurs. Puis le proverbe est le suivant. Quand on devient à son compte entrepreneur, c'est parce qu'on veut être sûr de faire 80 heures pour être sûr de ne pas en faire 40. Tu sais, comment je peux dire ça? On n'est pas... C'est pas vrai qu'on est plus libre. On est même souvent l'esclave de nos projets ou de notre entreprise. Parce que oui, c'est vrai qu'on peut arriver et dire, bon, moi, demain, je travaille pas, je travaillerai pas. T'sais, mais il va falloir que je roule le samedi. Là. T'sais, dans le sens que tu patines tellement. Tu vois, moi, ça fait 10 ans là, que j'ai mon centre de formation, puis ça fait quoi? 6 mois, à peu près? Que là, je peux prendre ça plus cool, parce que j'ai mis toute une équipe au téléphone, j'ai tout mes systèmes, je peux commencer. Tu sais, je délègue. Tu sais, j'étais dans la boat 6-7 jours sur 7 avant ça. Là. Fait que c'est. Il y a des downsides aussi. Là, il y a des ça, downsides. Mais il y a des downsides. Moi, on dirait, ben, tu sais, puis je connais pas ça, puis c'est justement, tu sais, moi, je me dis, pas au moins, mais tu sais, vu que je connais pas ça, on dirait que j'ai comme un peu le mirage de dire, au moins, tu travailles pour toi. Ça, c'est vrai. Ben, on n'a pas, oui, on a moins l'impression de travailler. En réalité, tu travailles 2 fois plus. Mm-hmm. Mais effectivement, ouais. C'est sûr que, tu sais, moi, je travaillais dans une... Justement, là, j'avais un job de bureau avant, 8 à 5, puis toute la kit. Puis ça me tuait parce que, comme tu dis, c'est pas mes rêves, qu'ici, c'est pas mes affaires, même si c'était quand même une entreprise familiale. Fait que c'était, tu sais, au moins, c'était pour la famille. Mais, puis à un moment donné, ben non, j'ai trop de quoi d'autre qui crie, je veux faire d'autres choses. Fait que même si des fois, c'est quand même beaucoup de sacrifices, mais comme tu dis, au moins, tu travailles pour toi. Fait que le bobo est ailleurs, la sécurité n'est pas là, parce qu'il faut tout le temps que tu n'as pas de filet. Tandis que quand tu travailles pour tes employés ailleurs, ben la paye, elle rentre, peu importe que tu sois bon ou pas bon cette semaine-là, la paye va rentrer. Moi, si je suis pas bon, faut tout le temps que tu roules. Fait que, comme tu dis, il y a des downsides, mais je ne reviendrai pas en arrière. Mm-hmm. Malgré les downsides, c'est très challengeant, mais ça fait grandir plus vite. C'est pour ça que moi, je fais dans mes temps libres des choses pas risquées comme des savons. Dans le fond, dans mes temps libres, justement, je fais des choses qui m'intéressent, mais des choses qui ne mettront pas en péril la sécurité financière pour moi. Là. C'est ça l'affaire. C'est ça. Mais c'est excitant. C'est sûr, moi, je suis passé par toutes sortes de montagnes russes. Tu sais, m'emmener une journée, tu dis, je vais-tu faire faillite? Puis 3 mois plus tard, yeah, je roule sur l'or. Tu sais, c'est une boîte à surprises, l'entrepreneuriat. C'est toutes sortes de défis. Et moi, là, pendant la COVID, là, les gens me disaient, sûrement que tu dois avoir de la misère, tu ne dois pas avoir de clients. C'est pas ça mon défi. Mm-hmm. C'est Facebook qui me faisait la guerre. Facebook, parce que moi, je paye des pubs à Facebook. Fait que pendant des années, je payais des pubs à Facebook. Puis là, d'un coup, Facebook, du jour au lendemain, non. T'es comme le méchant, puis il me fermait mes comptes. What the fuck? Je suis ton client depuis des années, je paye des pubs, ça va bien. Puis tu craches sur notre relation d'affaires. C'est pour ça que tu parlais de l'intelligence artificielle, les algorithmes, là, ou qu'est-ce qui fait que ça bloque? L'intelligence artificielle, ça, c'est un autre sujet. Ça, c'est arrivé après. Ben, l'intelligence artificielle, c'est que depuis que ça sort puis que les gens en parlent, ben il y a plus de méfiance des gens qui regardent mes vidéos qui disent « C'est-tu vrai? » Je l'entendais déjà, « C'est-tu vrai avant? » Tu sais, des sceptiques de « Je suis sur le site, mais c'est-tu une vraie compagnie? » Et moi, là, j'ai eu des camionneurs là, qui ont fait 2 heures de route pour venir me voir en personne à Drummondville juste pour me donner un dépôt de 100$ parce qu'ils voulaient visiter le local, puis regarde, c'est des vrais murs. Là. Tout est vrai. Là. Ah, OK.
J'ai vécu ça là, à plusieurs reprises. Ben, là, c'est pire en ce moment. Les gens, c'est pas juste envers ma compagnie, c'est envers tout. Il y a comme une méfiance plus forte générale envers l'Internet. Fait que ça, c'est un enjeu. Parce que, comme tu dis, c'est sûr que dans mon cas, il a fallu monter une entreprise qui est out of the box, entre guillemets, que les gens font « qu'est-ce que c'est ça, cette affaire-là? » Fait que là, il faut que tu bâtisses toute la crédibilité de rien. Mais le plus fou là-dedans, c'est que les gens, je pense que je n'ai déjà parlé dans d'autres podcasts, mais les gens, ils me demandaient des preuves. Là, je les ramasse toutes. Là, j'ai la caisse de preuves, mais les gens, ils ne regardent pas. Hey, j'ai parlé à un gars cette semaine, écoute bien, check bien l'anecdote. J'ai parlé à un gars cette semaine, super cool, le gars est motivé, tout est cool. Puis il me dit, il finit en disant, qu'est-ce qui me dit qu'il y a eu beaucoup de résultats pour des gens? Je dis, attends une minute, là. J'ai dit, tu me dis que tu as fait le tour de mon site? Ouais. Je dis, tu as regardé le mur de preuves, tu as regardé les témoignages? Ouais. Tu sais, c'est un gars qui a checké, là. Ben, pourquoi tu me dis ça? J'ai dit, t'as-tu vu le nombre qu'il y en avait? Comment ça, le nombre? Il dit, j'en ai vu juste 4-5. J'ai dit, OK, t'as pas cliqué en voir plus, hein? Il dit, j'ai pas vu ça. J'ai dit, retourne-y, clique en voir plus. Là, j'ai fait réaliser que quand tu déroules la page, il y en a à perte de vue, là. Mais il avait pas vu ça. Ah, puis il va dire que c'est pas des vrais témoignages, genre. Non, quand il l'a vu, là, il a fait OK, ouais. Là, j'ai dit, tu comprends que ça peut pas être trafiqué, là. Il y en a trop, là, des vidéos, là. Ouais. Mais c'est pour dire que même quelqu'un qui regarde un peu, ben il regarde vite. Fait que c'est intéressant, ça, ce côté-là. Je suis sceptique, je veux des preuves, voici les preuves, mais c'est trop forçant de les regarder. Ben là, moi, j'ai mis 10 ans à bâtir ça. Il y a quelque chose qui marche pas là-dedans. Fait que l'intelligence artificielle, ça vient mélanger un peu cette affaire-là. Fait qu'on arrive déjà à la fin de l'émission. On arrive au fameux moment du petit jeu. Là, c'est moi qui va devoir t'analyser. Ouh! Oh là là. Donc, OK. Donc, le petit jeu du ninja, c'est quoi ce petit jeu-là? Effectivement, c'est un clin d'œil pour ceux qui connaissent Naruto. C'est un clin d'œil à Naruto. Très honoré que tu connaisses Naruto. Pas tout le monde connaît ça. Donc, on analyse la personnalité de nos invités selon 7 éléments, bien sûr, avec leur consentement. Alors, selon la présence et écoute. Présence et écoute, c'est un premier point qu'on analyse. Prise de conscience, curiosité, émerveillement, charisme, engagé, sagesse. Et là, dépendamment du nombre que la personne a, ben là, il y a des titres qui viennent avec ça. Est-ce que tu es un ninja? Est-ce que tu es un apprenti ninja? Est-ce que tu es un maître ninja? Ou est-ce que tu es un Hokage? Un Hokage, c'est comme le chef du village, entre guillemets. Là. C'est comme le Yoda, entre guillemets. All right. Donc, présence et écoute. Ben, écoute, je vais être obligé de te le donner. Tu t'es même transformé en animateur, puis c'est toi qui me questionnais. Je pense que t'as ça dans la peau pas mal. Non, mais t'as vraiment une belle présence. Ouais, merci. Puis c'est comme je te disais tantôt, d'habitude, c'est plus moi qui est dans la position de l'intervieweur pour les questions. Mais j'ai aimé ça, être dans l'autre rôle aussi. Là. Pour moi, c'était une première belle expérience. Puis c'est un peu déstabilisant, puis j'ai apprécié. Puis c'est intéressant que tu dises ça parce que, comme je te dis, moi, je trouve ça plus dur à être intervieweur. Moi, j'ai été toute ma vie dans la position de l'interviewer. Puis là, avec le podcast, j'ai dû être intervieweur. Puis au début, là, les premières émissions, là, il y a un ajustement. Perso, je trouve ça plus difficile à interviewer qu'à interviewé. Tu trouves-tu, toi? Tu trouves que c'est le contraire? Je trouve que c'est le contraire. Ah, c'est intéressant, hein? On a chacun nos forces. Mais ça finit, c'est un peu comme écrire. Finalement, on est capable d'écrire des deux mains à un moment donné, là, mais prise de conscience, ça veut dire quand tu me parles, est-ce que tu m'impactes? Est-ce que tu me fais faire des prises de conscience? Tu sais, genre, ouais, tu sais, c'est... exemple, si, mettons, tantôt, quand je vais m'en aller, je vais-tu continuer à penser à certaines choses que tu m'as dit? Je te le donnerai, ce point-là. Tu m'as punché au moins à 2 reprises, au moins dans l'émission. Fait que je trouve que tu en sors quand même des bonnes. Je vais te le donner. Curiosité plus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que est-ce que tu es plus curieux, selon moi, que monsieur, madame, tout le monde?
Là, c'est clairement oui. Tu n'arrêtes pas de dire, tu es tout le temps en train de « j'essaye ça. » Tu es un explorateur. Fait que tu es curieux, tu es très curieux comme personne. Ben, effectivement, là, je me dis, comme on disait, le temps passe vite, puis je veux dire, tu as une vie pour essayer les choses. Là. Puis c'est pas quand tu vas être plus vieux que c'est comme le temps de se réveiller. Là. C'est là que ça se passe. Là. Ouais. L'émerveillement, je ne l'ai pas senti beaucoup. Tu me l'as pas fait sentir, même si je pense que tu en as, mais tu me l'as pas fait sentir. Fait que je te le donnerai pas. Écoute, il n'y a pas de... Moi, je suis parfaitement à l'aise avec ton évaluation. Là. Oui, je te le donnerai pas. Est-ce que tu es une personne engagée? Es-tu une personne engagée, tu penses? Comment tu définirais ça, engagé? Ben, un gars qui va dans l'armée, moi, je pense que je vais lui donner. Hein? Faut le faire, là. Fait que c'est sûr que tu es quelqu'un d'engagé. Bon, charisme, je suis un peu embêté. Je suis embêté. D'habitude, c'est facile pour moi de le trancher. Je suis embêté là-dessus, mais... je suis bien embêté. Je vais aller à la sagesse. Je trouve que tu arrives à dégager beaucoup de sagesse. Ah, c'est gentil. Ouais, franchement, là, tu l'as bien, la sagesse. Dans ta manière de parler aussi. Je n'ai pas vu beaucoup. Vas-y, je t'écoute. Non, mais j'allais dire, tu sais, côté charisme, moi, je suis plus quelqu'un dans la vie qui est introverti. Puis, tu sais, je sais que je dégage pas. Je suis plus quelqu'un, peut-être en one-on-one, qui va établir une relation tranquillement avec l'autre personne, qui va installer quelque chose, mais tu sais, je suis pas quelqu'un qui va arriver dans une pièce, puis boum, là, tu sais, non, c'est ça. frapper tout le monde, là. Non, c'est ça, mais je suis quand même scotché quand même à ton visage. Puis tu connais Naruto, fait que tu mérites que je te donne le charisme. Fait qu'écoute, non, je pense que tu as vraiment à l'intérieur de toi beaucoup de belles choses. Tu mérites le titre de Maître Ninja, mesdames et messieurs. Yes, ni plus ni moins que Maître Ninja. Alors, la livraison s'en vient. On a une livraison ici, Amazon Prime, super rapide, là. Commande ça. Ça arrive, tu as un petit cadeau qui s'en vient. Parfait. Ça vient avec le titre de Maître Ninja, ça? Ça vient avec le titre de Maître Ninja. Non, mais on n'a pas beaucoup de Maître Ninja, là. C'est à toi. Tu peux vraiment partir avec pour de vrai, là. C'est pas juste pour le show. Tu vas pouvoir mettre ça sur ton foyer ou chez vous, c'est un foyer. C'est malade, ça. Je pensais pas repartir avec ça, mais merci beaucoup. Ouais. Ben, ça fait plaisir. Ben, tu serais reparti avec rien si tu avais eu 4 sur 7. Ceux qui ont 4, ils n'ont rien. 4 ou moins, tu n'as rien. Mais ça, je suis vraiment impressionné parce que, je veux dire, moi, je me considère comme une personne... je viens de parler, puis tu sais, je suis pas une personnalité connue. Je suis une personne normale, puis j'étais très content puis très honoré de venir à ton show. Ben, écoute, merci, mais un maître ninja, c'est pas une personne normale. Mais ça, c'est à mes yeux. Puis comme je t'ai dit, quand je fais l'analyse puis que je donne le maître ninja, c'est pas pour rien. C'est le maître ninja. Mais je vais le mettre fièrement, là, écoute, dans ma cuisine. C'est ça, c'est la représentation de ce que je sens du travail intérieur que tu as fait. Tu en as fait du travail intérieur pour te rendre là. Ah, ça me fait vraiment plaisir. Merci beaucoup. Tu le mérites. Je l'apprécie beaucoup. Tu le mérites. Tu le dégages. Une belle sagesse. Bon, ben, c'est super. Alors, hey, ben, écoute, y a-tu un endroit que tu veux que les gens te suivent ou, je sais pas, page Facebook ou tu t'en fous? Non, même pas. Dans le fond, s'il y en a qui veulent me contacter ou me poser des questions, ils peuvent me rejoindre sur Facebook avec mon nom. S'il y en a qui veulent des autographes d'un maître ninja, c'est une blague. Non, c'est bon. OK. Ben, de notre côté, vous pouvez toujours vous abonner sur la chaîne YouTube Le David Paré, TikTok Le David Paré. Vous pouvez taper Delicious Show, David Paré sur YouTube ou dans Balado, Spotify, Apple, vous allez tous nous trouver. Fait qu'abonnez-vous. Si vous avez des suggestions d'invités que vous pensez qui pourraient être au Kagé, 7 sur 7, écrivez-nous. J'aimerais ça aussi avoir vos feedbacks, hein, les fidèles auditeurs, auditrices qui écoutent. Venez m'écrire sur Instagram, le David Paré. Venez m'écrire, j'aime ça avoir vos feedbacks. Et je vous dis, on se revoit une prochaine fois pour un prochain épisode. Merci. Salut tout le monde.